Merci à vous. John Kerry, envoyé spécial du président Biden pour le climat. Les Nations Unies ont joué un rôle extrêmement important dans la préparation de ce One Ocean Summit. Je tiens à remercier Peter Thompson, l'envoyé spécial pour les océans des Nations Unies. Nous allons écouter le témoignage d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui sera suivi du message de Wang Qishan, le vice-président de la République populaire de Chine. Monsieur le Président, cher Emmanuel, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je salue la tenue de cet important événement qu'est le One Ocean Summit et vous remercie de m'avoir invité à y participer. La planète fait face à une triple crise, le dérèglement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. L'océan supporte une grande partie de ce fardeau. Il fait office de puits de carbone et de chaleur géants. Par conséquent, l'océan se réchauffe et s'acidifie, la glace polaire fond et les tendances météorologiques mondiales changent. Les écosystèmes océaniques souffrent, tout comme les populations qui en dépendent. Plus de 3 milliards de personnes comptent sur la biodiversité marine et côtière pour leur subsistance. Le nombre d'espèces marines diminue, les récifs de corail meurent, des écosystèmes côtiers sont devenus des décharges d'eau usée et de nutriments, créant de vastes zones mortes. Les déchets plastiques étouffent les mers, la surpêche, les pratiques de pêche destructrices et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée menacent les réserves de poissons et nous devons changer de cap. Cette année, nous célébrons les 40 ans de la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La certitude juridique dans les océans est essentielle. La deuxième conférence des Nations Unies sur les océans, qui se tiendra à Lisbonne en juin, sera l'occasion de cimenter le rôle des océans dans l'action mondiale visant à réaliser les objectifs de développement durable et à mettre en œuvre l'accord de Paris sur les changements climatiques. Une économie bleue durable peut stimuler le progrès économique et la création d'emplois tout en protégeant l'océan et le climat. La communauté internationale doit redoubler d'efforts pour protéger les océans. Je me réjouis des annonces récentes, notamment de la réserve marine des Galápagos, créée par l'Équateur, établissant d'importantes nouvelles zones maritimes protégées. Nous devons à tout prix atteindre notre objectif mondial de protéger 30% des océans d'ici à 2030. Nous avons besoin de partenaires plus nombreux et plus efficaces pour lutter contre les sources terrestres de pollution marine. Il est temps d'éliminer les plastiques à usage unique et je salue les mesures encourageantes prises par certains pays, dont la France. Nous devons accélérer considérablement le déploiement des énergies marines renouvelables qui peuvent produire d'énergie propre et créer des emplois. Et nous devons réduire le recours aux combustibles fossiles dans l'économie des océans. Quelque 90% du volume du commerce mondial est transporté par bateau. Et le secteur des transports maritimes est responsable de près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le secteur doit contribuer à la réduction de 45% des émissions nécessaires d'ici à 2030 et à leur élimination totale d'ici à 2050 si l'on veut espérer limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Nous devons également faire un bond en avant en matière d'adaptation et de résilience pour les populations côtières dont les habitations, les moyens de subsistance et l'existence même sont menacés. Nous devons tirer parti des possibilités qu'offrent les solutions fondées sur la nature telles que les mangroves et les herbiers marins. Pour promouvoir une économie durable des océans, nous avons besoin de partenariats et d'investissements à l'échelle planétaire. Et nous devons accroître le soutien à l'océanographie afin que nos actions soient fondées sur la connaissance et la compréhension des océans. Trop de choses restent non cartographiées, non observées et inexplorées.
en cette décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service d'un développement durable, tenons notre promesse collective de laisser aux générations futures une planète bleue en bonne santé. 尊敬的马克龙总统，各位嘉宾，海洋是人类生存和发展的重要基础。历史上的海上丝绸之路，是沿途各国人民通过海洋交流融通、互利合作的生动写照。继往开来，习近平主席提出了构建海洋命运共同体、建设21世纪海上丝绸之路倡议，中方愿同法方、国际海洋共同体等双多边倡议积极对接，协同增效。第一，共同建设海洋生态文明。落实好联合国2030年可持续发展目标，打造蓝色伙伴关系，加强海洋环境污染防治，保护海洋生物多样性，支持配合国际社会打击各种非法渔业活动，兼顾好海洋发展与保护。第二，共同推动蓝色经济发展，优化海洋经济空间布局，有序推动海上风电、潮汐能和波浪能等再生能源开发利用，支持藻类、生物基燃料技术研发，发展绿色低碳海运业，提升海洋科技创新能力。第三，共同加强全球海洋治理，坚定维护包括联合国海洋法公约在内的国际法，稳步推进国家管辖外海域生物多样性的养护和可持续利用协定谈判。发达国家要向发展中国家转让海洋技术，保障海洋遗传资源各种利益共享。中方愿积极参与国际航行船舶靠港使用岸电国际合作。中国始终是海洋可持续发展的推动者，全球海洋治理的建设者，国际海洋秩序的维护者，将同各国一道打造和平海洋、合作海洋、美丽海洋。谢谢大家。Voilà, en live, en présentiel comme on dit, 4 invités que je suis heureux de vous présenter, qui nous ont rejoints sur la scène du One Ocean Summit et que je vais rejoindre maintenant. Je remercie d'être parmi nous aujourd'hui, qui viennent d'horizons différents, de pays différents, parfois pas si loin, voisins. Le maire du Havre, Édouard Philippe, président de l'Association internationale des villes portuaires, la directrice, peut-être applaudir chacun d'entre eux. D'autant que certains ont fait un long voyage. Audrey Azoulay, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation
la science et la culture, UNESCO. Merci Madame Azoulay d'être parmi nous. Vous venez de loin, Marcelo Ebrard, parce que vous venez du Mexique, vous êtes le ministre des Relations extérieures et nous vous remercions vraiment de votre présence ici aujourd'hui. Le Mexique compte beaucoup sur ces sujets du climat. Et puis, celui où l'organisation sans qui le transport maritime ne serait pas ce qu'il est, Kit Hakelim, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, que je salue. Alors vous avez le choix, vous êtes chez vous, vous pouvez parler de la tribune si vous voulez marcher un peu, mais vous pouvez aussi prendre ce micro, ce qui est parfois plus simple, et puis vous adresser à l'audience. Et je voudrais demander son témoignage à Marcelo Ebrard, le ministre des Relations extérieures des États-Unis du Mexique. Monsieur Ebrard. Merci, muchas gracias. Vous avez le droit d'enlever votre masque, si vous le pensez comme tel. Merci. Voilà. C'est mieux. Thank you very much. Gracias a todas y a todos. Yo quisiera decir, México está aquí porque tenemos 15,000 kilómetros de litorales, porque somos parte del panel de alto nivel de la economía sustentable, el Océano Azul, y acabamos de anunciar en 2020 que para 2025 toda la actividad en nuestra zona económica exclusiva será sustentable. Y estamos aquí porque es un llamado del presidente Macron por la acción inmediata. Y creemos firmemente que este año podríamos lograr, si nos lo proponemos, entre todos los países aquí representados y otros que están conectados. Por eso hablo en español, porque hay 400 millones de personas que un poco más tarde van a escuchar este mensaje. Bueno, entre todos podríamos lograr este año tener un instrumento de gobernanza global para lo que llamamos las aguas internacionales. Llevamos ya, este año es el 40 aniversario sobre el tema de las aguas internacionales. Hacemos mucho en nuestras zonas económicas, hay que hacer más con la industria naval. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tiene como un objetivo estratégico este año reducir el plástico, la contaminación, preservar la biodiversidad, pero necesitamos tener ese instrumento este año, instrumento común, gobernanza global. ¿Es posible en un mundo con tantas tensiones? Si uno ve los periódicos hoy, diría, bueno, ¿por qué se reúnen a hablar de una gobernanza global en los mares, en las aguas internacionales, cuando hay tantos problemas, tantas tensiones? Bueno, defendemos entonces que haya un instrumento que demuestre que podemos crear una gobernanza global para proteger la biodiversidad y los océanos, y queremos luchar, México y muchos otros países, por tener ese instrumento global que ratifique que podemos gobernar al mundo de una forma distinta, que tiene sentido el multilateralismo, que podemos lograrlo, que lo podemos alcanzar. Y yo quisiera decir que suscribo lo que hemos escuchado hoy por parte de John Kerry, un gran amigo de México también. Es el tiempo de actuar y por eso México está hoy aquí con ustedes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, venant du Mexique, ce pays si actif sur le plan de la lutte contre le changement climatique et je crois un acteur important, un contributeur important au sein de votre organisation, Madame Azoulay, Madame la Directrice Générale, à qui je donne la parole maintenant. Merci beaucoup. D'abord, c'est un grand plaisir d'être avec vous ici à Brest, à l'invitation de la France, de la présidence de l'Union européenne. On s'était retrouvés à Brest, ici même, au Capucin, il y a 2 ans, autour du patrimoine culturel sous-marin, subaquatique. Monsieur le maire, c'était déjà un plaisir. Et là, nous avons vraiment besoin de la coopération internationale, de l'échelon multilatéral des Nations Unies. Je ne reviendrai pas sur l'état de l'océan, cela a été dit et bien dit, mais je voudrais
me concentrer sur l'action et ce qu'on peut faire ensemble, et dans ce cadre, ce que l'UNESCO peut apporter à la coopération internationale. Le mandat de l'UNESCO, vous le savez, c'est la culture, mais c'est aussi l'éducation, les sciences, l'information. Et dans ce cadre, nous voulons apporter une contribution autour de 3 thèmes: les sciences, la connaissance, absolument l'éducation, mais aussi la protection. Alors d'abord, je commencerai par les connaissances, les sciences océanographiques. Vous le savez, notamment pour ceux qui ont participé aux ateliers ces derniers jours, il y a une très grande et belle tradition à l'UNESCO de coopération scientifique sur les océans, depuis les années 60, avec la commission océanographique intergouvernementale, qui pilote pour les années qui viennent la décennie des Nations Unies pour les sciences océanographiques. Or, cela a été dit, mais il faut le mesurer. Nous sommes encore très loin de comprendre et de connaître la diversité, la richesse, les mécanismes des océans. Il nous faut investir beaucoup plus dans les sciences en général et dans les sciences océanographiques en particulier. Et j'appelle tous et toutes les gouvernements, les entreprises, tous à se mobiliser pour l'investissement dans les sciences des océans. Et je le dis ici à Brest, qui est le siège aussi de l'IFREMER, avec qui nous coopérons étroitement et qui est un modèle en matière de recherche de pointe sur les océans. Je voudrais, à cette occasion, ici, sur les sciences, lancer là aussi un engagement, vous proposer une grande aventure scientifique dans le cadre de cette décennie. Aujourd'hui, nous connaissons que 20% de la carte des fonds sous-marins. Eh bien, nous prenons ensemble cet engagement de passer à 80% d'ici 2030 de connaissance de la carte des fonds sous-marins. Et nous aurons besoin de tous et toutes pour y arriver. La connaissance, la protection, l'objectif des Nations Unies de protéger 30% de notre planète, cela passe aussi par des dispositifs de l'UNESCO comme les réserves de biosphère, les sites marins du patrimoine mondial ou encore les géoparcs. Et il faut les utiliser plus. Et enfin, dernier point, l'éducation, parce que c'est comme ça qu'on change les mentalités dans le long terme. Et nous avons mis à l'occasion de ce sommet à la disposition des gouvernements des ressources, des guides pour mieux intégrer l'éducation à l'environnement et particulièrement aux océans dans les programmes scolaires et pour le large public. Merci à vous. Nous avons peu de temps parce que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement sont arrivés, mais vous êtes rapide. Quelques instants, Monsieur Kitaklim, s'il vous plaît, pendant que l'ensemble des dirigeants arrivent, que nous saluons, que le président de la République accueille. Je vous en prie, Monsieur Kitaklim. Vous pouvez, je vous en prie. If you can, 2 minutes, please. First of all, I'm very pleased to be here to attend the Ocean Summit in Brest, in France. And thank you for the cover of the France. And when it comes to the Ocean Summit, as mentioned earlier, the ocean and the climate interlinked, it's working together. That's why it is this summit is very sensible. In that sense, IMO is dealing with shipping, particularly regarding climate change issues. We are expected to make a very brave, very important decision by next year. And IMO member state and IMO secretariat are very committed to make a real progress. And that is based on Paris Agreement. And then we had a very good discussion at the COP26. That's why we have a certain key element, but we expect to make a very good progress. But with this Ocean Summit, I will be very happy to utilize this momentum which is taking place in Ocean Summit in Brest.
And also we need to more collaboration with other sister agencies like UNESCO, as mentioned, Ocean, and FAO, others. That's why I'm very pleased to be here and looking forward to more progress in every sector, including International Maritime Organization. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur Kitaklim, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale. Le maire du Havre n'est pas que le maire du Havre, le Premier ministre, mais aujourd'hui, depuis peu, président de l'Association internationale des villes portuaires, Monsieur Édouard Philippe. Merci beaucoup. Depuis Venise et jusqu'à Londres, de New York jusqu'à Shanghai, les villes portuaires ont toujours été d'une certaine façon les entités ou les espaces qui symbolisaient le mieux la globalisation des échanges. Aujourd'hui, les villes portuaires, ce sont les villes dont la population se développe rapidement à cause d'un phénomène où les populations vont vers les côtes. Ce sont des endroits par lesquels transitent plus de 80% du commerce physique mondial. Ce sont souvent des grandes zones industrielles où l'on produit la marchandise. Ce sont donc, d'une certaine façon, les symboles du monde, avec ses pathologies, et du monde qui cause le dérèglement climatique et le réchauffement climatique. Et ce sont aussi, parce qu'elles sont des villes situées par nature près de la mer, les premières à subir les effets du réchauffement climatique, les premières exposées aux risques naturels qui ont été évoqués pendant cette conférence, les premières à devoir se protéger, à New York avec des digues, en France avec des réglementations sur les risques littoraux. Bref, les villes portuaires sont au cœur de la problématique des causes et des conséquences de la transformation climatique. Depuis 30 ans, l'Association internationale des villes portuaires essaie de favoriser la coopération, la coordination, non pas simplement des États entre eux, elle existe et c'est indispensable, mais des villes et des ports. Nous avons organisé nos travaux depuis 30 ans pour essayer de faire en sorte que le développement des villes ne soit pas simplement sur le mode de l'étalement urbain, mais que, dans toute la mesure du possible, la frontière entre la ville et le port puisse être réinventée, que nous puissions développer les activités en bonne intelligence entre les espaces urbains et les activités portuaires. Depuis quelques années, nous nous engageons très fortement, les 200 membres de l'Association internationale Villes et Ports, qui sont étalés sur plus de 50 pays, nous nous attachons à développer toutes les initiatives relatives à l'électrification des quais, à la transformation des équipements portuaires de façon à pouvoir décarboner l'activité portuaire elle-même. Et puis nous réfléchissons beaucoup et nous nous engageons à tout ce qui est relatif aux logiques de façade maritime et d'axe et de corridors. Car si nous voulons véritablement préparer l'avenir des villes portuaires, qui est un avenir de croissance, qui est un avenir de développement du commerce des marchandises, les villes portuaires ne sont pas très favorables à ce qu'on appelle parfois la décroissance. Eh bien, il faut imaginer les espaces pour préserver les espaces naturels et envisager le développement des activités portuaires de façon respectueuse des habitants des villes et des espaces sensibles naturels. La coopération n'est pas seulement celle des États, n'est pas seulement l'œuvre des grandes organisations internationales, elle est aussi le fruit d'une volonté partagée par les villes, par les ports, par les acteurs portuaires. Elle est très forte, cette volonté, et nous voulons jouer tout notre rôle, et nous allons jouer tout notre rôle dans les années qui viennent. Je vous remercie. Merci. Merci à vous quatre. Monsieur le Président de la République, vous avez souhaité ouvrir en fanfare, en quelque sorte, ce One Ocean Summit avec vos invités du monde entier que nous saluons évidemment. Vous avez souhaité les accueillir dans cette ville de Brest, à la pointe, le Finistère, en Bretagne. Et j'accueille à l'instant une formation originale, singulière pour nombre d'entre vous qui ne sont pas bretons, et ils sont nombreux, le Bagad de Lambyway.